Bonsoir à tous, excusez-nous pour le retard. Bonsoir Barbara Stiegler. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe, spécialiste de Nietzsche, vous enseignez la philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne et nous avons le plaisir de vous recevoir pour votre dernier ouvrage, Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique, qui est paru aux éditions Gallimard. Donc il faut s'adapter entre guillemets, puisqu'il s'agit ici non pas de nous livrer cette injonction, mais de vous interroger sur cette injonction qu'on ne cesse d'entendre. Il faut s'adapter. Il faut évoluer, il faut être mobile, il faut être flexible, par exemple face aux enjeux de la mondialisation, pour les travailleurs par exemple. Donc l'injonction à s'adapter semble le nouvel horizon depuis au moins une vingtaine d'années dans nos sociétés, ce qui présuppose que les hommes aujourd'hui seraient donc inadaptés ou insuffisamment adaptés au monde, en retard sur les flux qui traversent ce monde. L'origine de cette injonction est donc l'objet d'une enquête. Comment en est-on arrivé là ? Et vous nous proposez ainsi de faire la généalogie de cet impératif, en allant voir dans les archives ce qui peut expliquer cet impératif qui règle nos vies. Et alors que nous sommes dans un moment, comme il est convenu de dire, de crise de la démocratie, vous montrez que finalement ça pourrait s'enraciner dans un moment de crise aussi pour la démocratie dans les années 30, crise économique après la crise de 29, donc crise politique avec la montée des totalitarismes. Et vous montrez alors comment Darwin influence ainsi la société contemporaine, alors même que notre tradition, en raison des traumatismes de l'histoire, consiste à séparer radicalement le biologique et le politique. Alors peut-être première question très large, comment s'est fait justement cette rencontre avec les textes ? Quel cheminement vous a conduit ? Parce que je crois que c'est une interrogation qui court depuis longtemps, et même depuis votre livre sur Nietzsche, le dernier chapitre, notamment les flux, les stases, et que vous réactivez ici maintenant. Merci beaucoup, et puis merci vraiment pour votre invitation. Effectivement, c'est une longue histoire, cette enquête que j'ai engagée et qui a donné ce livre a une assez longue histoire pour moi. Je suis née dans un monde dans lequel j'ai toujours entendu qu'il fallait s'adapter. J'ai toujours entendu cette ritournelle. Je suis née dans un monde comme ça. J'ai, en un sens, absolument joué le jeu de cette injonction, puisque j'ai largement été, comme beaucoup d'entre nous, hommes, femmes modernes, très adaptables. Et j'ai même éprouvé le plaisir de l'adaptation, de l'évolution, de la transformation de soi, de la transformation de son environnement, de la mobilité, enfin toutes ces choses. Je sais ce qu'est le plaisir de tout cela. Et en même temps, j'ai toujours ressenti un refus en moi de cette injonction à l'adaptation qui me déplaisait tout en me plaisant, comme quoi les choses peuvent être parfois très ambivalentes. Et puis j'ai vu autour de moi des gens, on peut dire tendanciellement détruits par cette injonction à l'adaptation, des inadaptés, broyés en quelque sorte par nos sociétés et leur injonction à l'adaptation. Grande violence qui n'est pas exactement la même chose que d'autres violences qui ont été plus classiquement analysées par la philosophie politique. Violence peu analysée finalement, cette injonction à l'adaptation et ces souffrances de l'inadaptation. Dans le champ de la philosophie politique, il n'en est pas vraiment question. Donc je trouvais qu'il y avait là un vrai manque, un vrai matériau de réflexion, et puis d'autant plus étonnant oui, très étonnant parce que adaptation, d'où ça vient? Le terme vient d'un vocabulaire mécanique plutôt au départ. Une pièce s'adapte bien à un ensemble mécanique ou technique. Et très très vite, comme vous le savez tous, le terme va prendre une connotation particulière puisqu'il va devenir un terme de biologie. Très vite, je veux dire, très vite au début de l'histoire de la biologie, puisqu'on peut dire que la biologie naît à peu près au début du 19e siècle, même s'il y a une histoire de la biologie avant la biologie, mais elle naît au début du 19e siècle, par exemple avec Lamarck. Vraiment, le terme de biologie apparaît à cette période, et puis chez Lamarck, l'adaptation est centrale. Et en fait, l'adaptation, ça remonte dans l'histoire de la biologie bien antérieurement à William Paley, par exemple, référence très importante de la théologie naturelle, l'idée que il doit y avoir un Dieu créateur puisque chaque vivant est parfaitement bien adapté à son monde, à sa place dans le monde. William Paley, que Darwin lira énormément, tout en
expliquant les choses sans Dieu, sans créateur, et c'est la très très grande force de Darwin. Enfin, ceci pour vous dire que je me disais, nous avons cette injonction à l'adaptation qui est toujours couplée à une injonction à la mutation, à la sélection, à l'évolution, à la compétition, à la coopération. En fait, tous ces termes, compétition et coopération marchent souvent ensemble, tous ces termes venant en fait de la biologie. Donc comment expliquer qu'on ait ces mots-là dans notre champ social et politique? C'était ça l'énigme. Effectivement, il y a eu une première phase de mon enquête où je suis allée voir du côté au 19e siècle, où j'ai rencontré une réflexion en fait dans Nietzsche, une vraie réflexion sur cette injonction à l'adaptation. Nietzsche est peut-être le premier philosophe de notre histoire qui identifie cette injonction à l'adaptation de manière extrêmement précise, très documentée. Il a même des auteurs très clairement en tête. Il voit comment cette injonction se déploie, car elle se déploie dès la deuxième moitié du 19e siècle. Il identifie des cibles et il explique pourquoi il y a une nécessité de l'inadaptation et il y a un danger à surévaluer, à survaloriser l'adaptation dans le champ de la vie. Donc ça a été un moment évidemment essentiel pour moi pour lutter contre cette injonction et comprendre les limites et les dangers de cette injonction. Mais en travaillant sur Nietzsche, et en particulier sur son dialogue avec Darwin, le darwinisme contemporain et la cible principale de Nietzsche sur l'adaptationnisme, qui est Herbert Spencer, un savant britannique de de la deuxième moitié du 19e siècle, qui aura une influence considérable dans le champ intellectuel, dans le monde entier, aussi bien en Europe que bientôt aux États-Unis. Il est aujourd'hui un peu oublié. Herbert Spencer, plus personne ne le lit, mais il était extrêmement lu et extrêmement influent dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle aux États-Unis. Il est britannique au départ, mais sa pensée a vraiment marqué l'Amérique. Et Nietzsche, donc, a vu dans la pensée de Spencer quelque chose d'important, et je pense qu'il a raison, et je pense que le spencerisme est toujours extrêmement vivace. Alors Spencer, c'est celui qui a inventé le mal nommé darwinisme social. Évidemment, c'est un très mauvais terme pour désigner ce dont il s'agit, puisque lorsque Spencer importe les thèses de Darwin dans le champ social et politique, il le fait au prix de toute une série de trahisons et de déformations. Donc ce n'est pas du tout darwinien ce que Spencer raconte, c'est une déformation en règle de Darwin. Et ce qu'on appelle darwinisme social, souvent, n'a pas grand-chose de darwinien. Enfin, en tout cas, tout ceci pour dire que ici, il y avait déjà un premier jalon dans mon enquête. Mais il me manquait quand même une compréhension sur la manière dont l'évolutionnisme, adaptationnisme, le discours de Spencer et ce genre de choses pouvaient devenir une politique d'État. On n'en était pas là du tout parce que si on lit Spencer, au contraire, développe un libéralisme tout à fait hostile à l'intervention de l'État. L'État doit se retirer, se rétracter et s'en tenir à ses missions essentielles qui sont la sécurité, la défense des frontières, ce qu'on appelle les missions régaliennes. Donc Spencer est l'un des premiers à prôner un État minimal. Il est l'un des premiers à expliquer sa phobie de l'État, sa haine de l'État, et il le dit sur des bases biologiques. Il dit que puisqu'il y a des lois de la nature, Darwin n'a jamais dit qu'il y avait des lois de la nature, mais lui déforme en permanence. Puisqu'il y a des lois de la nature pour que les meilleurs soient sélectionnés et les inaptes et les inadaptés soient éliminés, il faut absolument que l'État ne perturbe pas le jeu, intervienne le moins possible. Il faut absolument éviter, par exemple, une politique de santé, une politique sociale, une politique d'éducation. Tout ceci va venir perturber le jeu des lois naturelles. Donc il faut que l'État se rétracte, il doit être là juste pour préserver les propriétés au sens le plus étroit du mot, et s'en tenir à ses missions régaliennes. Et il faut laisser se déployer les mécanismes évolutifs des lois de la vie qui permettront que les plus aptes soient sélectionnés, que les inaptes soient éliminés, et que l'on parvienne au but et à la fin de l'évolution du vivant, parce que
Spencer, autre trahison de Darwin, a une vision téléologique de l'histoire de la vie. Il pense qu'il y a un sens de l'évolution et que le sens ultime de l'évolution, c'est la société industrielle, mondialisée, dans laquelle tous les membres de la société coopèrent parfaitement et sans conflit, comme dans une magnifique horloge suisse, dans laquelle tous les rouages seraient parfaitement ajustés. Donc, et à ce moment-là, on aura dépassé le stade de la guerre, du conflit, toutes choses pour lesquelles Spencer, qui est un homme de paix et qui est aussi un homme qui déteste le conflit, toutes choses pour lesquelles Spencer envisage qu'on doit dépasser ceci dans un sens ultime de l'histoire. Pour lui, ce qui est merveilleux, c'est que ceci est inscrit dans les lois de la vie. Donc il suffit de laisser faire la vie. Laissons faire la vie, laissons faire les mouvements vitaux spontanés des sociétés et rétractons l'État vraiment à ses missions minimales et ainsi les choses iront pour le mieux. On voit bien comment le libéralisme classique devient avec Spencer un ultralibéralisme qui est pour la privatisation, la destruction de... Enfin, pas la destruction, mais la rétractation de l'État, la privatisation, le fait que, par exemple, c'est au marché de réguler les questions de santé, c'est au marché de réguler la manière dont nous éduquons nos enfants. C'est vraiment ce que Spencer défend. Si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux, vous pouvez lire L'individu contre l'État, The Man versus State, voilà, qui est le pamphlet classique de l'ultralibéral Spencer. Et voilà un peu comment les choses étaient décrites. Et si vous voulez, en m'en tenant là, puisque je m'en suis tenue là longtemps, je n'arrivais pas à comprendre comment l'impératif « il faut s'adapter » pouvait se déployer dans des politiques publiques avec un État très fort et très invasif. Par exemple, deuxième étape de mon enquête, après le malaise et la jubilation de l'adaptation, puis la découverte de la première grande critique philosophique de l'adaptationnisme et de la cible spencerienne et du darwinisme social, il y a eu une autre étape qui est moi-même devenant maître de conférence à l'université, découvrant moi-même le monde du travail. Je l'avais découvert avant dans des postes précaires du précariat universitaire, mais bon, prenant mes fonctions, je découvre aussi toute une série de réformes. Réforme du monde de l'éducation, réforme de l'université, réforme de l'enseignement, réforme de la licence, réforme du master, réforme de la recherche. Toute une série de réformes que je découvrais dans mon monde professionnel, et puis des réformes que je découvrais dans un autre monde professionnel, mais que je commençais à connaître grâce à mon poste à Bordeaux, où j'étais amenée à former des soignants, des praticiens hospitaliers, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, etc. J'étais responsable depuis 10 ans d'un master de soins éthiques et santé à Bordeaux. Donc je me suis initiée à toutes ces questions de politique de santé, de politique publique de santé, de réforme hospitalière. Et je découvrais que les soignants, eux aussi, étaient confrontés à la mutation très rapide du sens de leur mission sous l'impulsion d'un État qui n'a rien de spencerien et qui leur dit en permanence qu'il faut s'adapter et qui crée des normes, des standards, des procédures de qualité, de contrôle extrêmement tatillonnes pour prôner cette adaptation des soignants aux nouveaux défis du monde sanitaire et puis aussi cette adaptation des patients qu'on est en train de transformer avec toutes sortes de nouvelles injonctions qui... voilà. Alors je découvrais cela dans le monde de l'éducation, je découvrais cela dans le monde de la santé, et je me disais ça ne cadre pas avec l'ultralibéralisme spencerien, puisqu'on n'est pas du tout face à une décomposition de l'État qui disparaît, contrairement à ce qu'on a souvent dit dans les cortèges dans lesquels j'ai moi-même défilé. On a souvent dit, quand j'étais très jeune, que l'État nous abandonnait, qu'on nous vendait en quelque sorte au marché, l'État n'était plus là. Mais en fait, moi, ce que je découvrais et ce que mes étudiants soignants me racontaient, c'est que l'État ne nous abandonnait pas du tout, mais s'intéressait au plus haut point à nous. Et avait bien l'intention de déployer des politiques étatiques très, très, très fortes, comme je dis, consistant pas du tout à laisser faire ou à abandonner cela aux marchands et au marché, mais à nous gouverner.
Donc un État qui prône l'adaptation, une politique, une puissance publique qui prône l'adaptation, l'évolution, la sélection, la mutation, la compétition avec un grand retour de l'État, voilà qui était impossible à expliquer avec les outils classiques de la philosophie politique. Je n'avais pas les moyens de l'expliquer. Donc étant toujours assez perplexe et me disant qu'il fallait aller au-delà du 19e siècle, je me suis dit il faut rentrer peut-être dans l'histoire du libéralisme du 20e siècle. Et peut-être que ce qu'on appelle très confusément le fameux néolibéralisme, peut-être que ça a à voir avec ça. J'avais cette vague intuition. Mais qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? En quoi il est nouveau? Quel est le rapport avec l'ultralibéralisme de Spencer? Tout ça était extrêmement flou. Et à la faveur de tout ce qui s'est passé en fait au tournant des années 2000, où beaucoup de chercheurs, d'enseignants, d'universitaires ont commencé à se passionner pour le néolibéralisme, ils se sont passionnés pour le néolibéralisme parce qu'ils en souffraient. Ce qui est un des motifs, à mon avis, essentiels pour réfléchir dans la vie. Réfléchir, une des meilleurs moyens de réfléchir à une chose, c'est de souffrir de cette chose. Et comme les chercheurs, les enseignants, les universitaires commençaient à se dire qu'ils étaient les victimes de réformes néolibérales, ils ont commencé à s'emparer de ce sujet qui n'était plus un sujet lointain des pauvres gens de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un sujet pour eux aussi. Donc ils ont commencé à travailler sur ce sujet et par un magnifique hasard du calendrier, il se trouve que un cours d'un grand philosophe, Michel Foucault, donné à la fin des années 70, un cours intitulé « Naissance de la biopolitique », un cours que je vous encourage très vivement à lire parce qu'il est extrêmement instructif, extrêmement intéressant, très érudit, une véritable mine d'informations sur le néolibéralisme. Un cours donc sur ce qu'était l'histoire du néolibéralisme de Foucault venait d'être republié en 2004. Et les chercheurs, partout dans le monde, découvraient ou redécouvraient, s'ils avaient eu la chance d'entendre Foucault à la fin des années 70, découvraient ce texte de Foucault, qui a vraiment lancé tout un champ d'études philosophiques sur le néolibéralisme. Moi, j'ai pu profiter de ce grand mouvement collectif. J'ai pris ce train, en quelque sorte, et je me suis dit, peut-être que là, je vais trouver la réponse à mon énigme. D'où vient cette injonction? Il faut s'adapter. Cet État qui nous dit cela, quel est le lien de cet État avec le darwinisme, avec la biologie? Comment ce lien est-il possible alors qu'on nous a appris depuis la Seconde Guerre mondiale que quand on est dans le champ politique, il ne faut surtout pas recourir au biologique parce que tout mélange mal maîtrisé du biologique, ou même pas mal maîtrisé d'ailleurs, tout mélange quel qu'il soit du biologique et du politique est quelque chose de véritablement proscrit du fait de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et du fait de l'usage par les nazis du biologisme en politique, qui dorénavant en Europe est quelque chose d'absolument tabou. C'est pas du tout le cas en Amérique, où on n'a pas du tout le même genre de complexe avec le passage du biologique au politique et retour. Mais en Europe, il y a eu cette espèce de muraille de Chine qui s'est édifiée à une vitesse vertigineuse. Donc avant, vous aviez des grandes philosophies de la vie, de la biologie et de la politique qui mélangeaient tout ça allègrement. Bergson, Canguilhem, Nietzsche, tout ça, c'était parfaitement normal. Et puis ensuite, c'était plus possible. C'était absolument plus possible de faire cela. Donc, je restais avec mon énigme qui ne faisait que se renforcer. Et je me suis dit, Michel Foucault nous parle du néolibéralisme, m'avait-on dit, et son cours s'appelle « Naissance de la biopolitique ». Politique et biologie, donc les rapports entre politique et vie, en tout cas. Donc, je me suis dit, je vais sûrement y avoir une réponse à ma question. J'ai lu le livre, enfin le cours, j'ai découvert toutes sortes de choses passionnantes, mais je n'ai pas eu de réponse à ma question. Pourquoi? Parce que Foucault explique dès les premières leçons sur le néolibéralisme que ce qu'il y a de nouveau dans le néolibéralisme, c'est que les nouveaux libéraux ne croient plus en la nature, en une bonne nature. Contrairement aux libéraux classiques, qui ont toujours cru qu'il y avait des bons mouvements naturels et spontanés et qu'il fallait laisser faire les dispositions naturelles des hommes à échanger, à coopérer, laisser faire les lois naturelles du marché,
laisser faire les processus sociaux, qui ont des lois naturelles qui iraient dans la bonne direction. Donc toujours un naturalisme larvé, qui est très bien connu, qui est très documenté, du libéralisme classique. Et la thèse de Foucault, c'est que le nouveau libéralisme, et il le documente très bien, en particulier avec le courant allemand, ordolibéral, celui qui dit qu'il n'y a pas d'ordre naturel du marché et qu'il faut créer artificiellement le marché, il faut l'instituer, il faut le construire par toute une série d'artifices, le droit, les politiques sociales, des politiques d'éducation, etc. Du même coup, la conclusion de Foucault était que le nouveau libéralisme était essentiellement un artificialisme, un constructivisme et un antinaturalisme. Donc je n'avais aucune réponse à ma question sur d'où vient cette ritournelle « il faut s'adapter, il faut évoluer, etc. » et quel rapport avec le darwinisme. Sauf que dans le cours, il y avait mis en exergue l'importance historique d'un grand colloque qui s'est tenu à Paris en 1938 et qui vient en fait résumer 10 ans de réflexion très intense de tous les grands libéraux du monde entier qui sont absolument perplexes, comme ils le sont d'ailleurs aujourd'hui, hein, si vous les regardez, ils ont l'air un peu défaits, des conséquences de la crise de 29. Voilà, donc l'idée c'est que le libéralisme, avec la crise de 29, a failli, semble-t-il. Il y a une faillite, il y a une critique extrêmement intense du libéralisme, il y a une critique aussi du capitalisme. Donc les amis du libéralisme sont extrêmement désorientés, très perplexes, très inquiets, et pas seulement depuis la crise de 29 et sa série de cataclysmes, mais en fait, si vous connaissez un peu l'histoire du libéralisme, depuis la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle, il y a une angoisse très très grande qui monte chez les amis du libéralisme pour dire qu'on a peut-être failli, il y a peut-être des choses qu'il faut revoir, et en particulier ce laisser-faire qui est en train de produire des catastrophes. C'est-à-dire, on retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui, la fabrication d'immenses fortunes et monopoles qui dépouillent tout le reste de la population, une explosion des inégalités mondiales complètement spectaculaire, qui fragilise les systèmes sociaux et qui, au bout d'un moment, détruisent les systèmes sociaux. Donc, les libéraux, un tout petit peu lucides, sont en train de se rendre compte qu'il faut faire une critique du laisser-faire. Et ils s'en rendent compte depuis la fin du 19e siècle, et ils veulent commencer à réguler le capitalisme et à imposer ce qu'ils vont appeler, ça c'est typiquement néolibéral, des règles du jeu. Donc règles du jeu, règles qui sont artificielles, qui n'ont rien de naturel, qui sont artificielles. Donc il y a tout un débat avec Hayek, qui en partie, Friedrich Hayek est en partie constructiviste et en partie naturaliste, donc tout ça est un peu compliqué, mais en tout cas, il y a toute cette dimension chez Hayek aussi, de critiquer le laisser-faire. Parce que ça produit une situation comparable à celle que nous avons aujourd'hui, hein, d'une accumulation des monopoles et d'une destruction sociale et finalement politique des sociétés, avec la montée des fascismes, des nationalismes, le délitement enfin exactement ce que nous vivons aujourd'hui, et des guerres mondiales, une guerre mondiale qui se profile, hein, donc dès la fin du 19e, début 20e siècle. C'est pour ça que Thomas Piketty, dans ses livres, fait toujours référence, fait toujours une comparaison entre notre période et la fin du 19e, le début du 20e siècle, plus que finalement avec les années 30. Voilà. Les années 30, c'est peut-être dans 10-20 ans si on continue comme ça. Voilà. Donc, à se risquer à ce genre de... Voilà. Donc, nous en sommes là. Et ce colloque Lippmann, parce que c'est son nom, de 1938, qui se tient à Paris en août 38, à Paris, à la veille du deuxième grand conflit mondial meurtrier, est vraiment très important, très intense, puisque tous les libéraux du monde entier qui sont inquiets depuis des années sur la tournure des choses et de leur propre libéralisme se réunissent autour d'une figure emblématique qui est Walter Lippmann pour rendre hommage à un livre qu'il vient de publier 1 an plus tôt aux États-Unis, donc en langue anglaise, et qui a été traduit en français, justement, sous le titre La Cité libre, la même année. Et donc tous ces gens viennent rendre hommage à Paris à Lippmann, qui est l'invité d'honneur, et en particulier à son livre qui s'appelle The Good Society en anglais. Introduction sur les principes de la bonne société. Enquête sur les principes de la bonne société.
Foucault souligne évidemment l'importance de ce livre, l'importance de ce colloque. Mais je crois que Foucault n'a pas lu le livre. Vraiment. Il l'a feuilleté, mais il avait tellement de choses à lire que bon, voilà, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Un seul homme ne peut pas suffire à l'énormité de la tâche, d'où l'importance d'avoir une recherche collective. Et donc, moi, je suis allée lire le livre de plus près, peut-être. Et là, j'ai découvert tout ce que je cherchais. C'est-à-dire un évolutionniste darwinien qui réfléchit à l'adaptation de l'espèce humaine, à la révolution industrielle, à la nouvelle situation, bon, on va en parler, hein, qu'elle a créée, à l'inadaptation qu'elle a créée pour l'espèce humaine, à la nécessité d'un retour de l'État qui doit adapter cette espèce à son nouvel environnement par une politique de l'éducation, par une politique de la santé. Si vous voulez, ça m'a fait l'effet, mais d'une espèce de révélation de ce que je cherchais, en fait, depuis fort longtemps. Mais donc la première découverte massive du livre, c'est justement que le néolibéralisme, enfin, c'est certes d'abord une théorie économique, mais c'est d'abord effectivement une anthropologie en fait. Et que le néolibéralisme a des sources, donc infirmant les analyses de Foucault dans la naissance de la biopolitique, hein, a des sources biologiques qui, justement chez Lippmann par exemple, se dressent en adversaire contre justement Spencer, le darwinisme social, très radicalement. Alors c'est quoi cette anthropologie? C'est quoi ce diagnostic qui est posé en fait? Oui, c'est tout à fait ça. Lippmann, il faut dire deux mots de qui est ce Walter Lippmann, parce que j'imagine que oui, c'est un personnage très important. Il n'est effectivement absolument pas un économiste. Il n'a pratiquement pas de compétences en économie. Enfin, il a des compétences minimales, puisque c'est quand même un très très grand journaliste. Donc, mais il n'a rien d'un chercheur en économie. Et les livres qu'il écrit ne sont pas du tout des livres d'économistes. Et son nouveau libéralisme, qui s'appellera bientôt, dès le colloque Lippmann, quelqu'un lance le mot. Et si on parlait de notre nouveau libéralisme comme d'un néolibéralisme, alors il y a une discussion, certains sont pour, certains sont contre, peu importe, mais c'est ce terme qui sera imposé par l'histoire. Le nouveau libéralisme de Lippmann n'est absolument pas une théorie économique. C'est une théorie de l'espèce, c'est une conception, une interprétation de l'homme, de l'espèce humaine, de son histoire, du sens de son histoire aussi. Et c'est une conception de la vie et de la vie de l'espèce humaine. Et cette conception, Lippmann, il l'a élaborée dans le sillage, en se situant dans la révolution darwinienne. Alors, avant de dire quel est son diagnostic sur l'espèce humaine et quelle est l'anthropologie de Lippmann et dans quelle mesure, pour répondre à votre question, elle contredit l'anthropologie de Spencer, donc quelques mots quand même pour dire qui est Lippmann. C'est d'abord un étudiant en philosophie extrêmement brillant à Harvard, si brillant qu'un poste se profile éventuellement pour lui. Donc il aurait pu devenir professeur de philosophie à Harvard. Il va lire Nietzsche beaucoup, Bergson, les pragmatistes américains. Il aime beaucoup cette tradition. Et il va surtout, dans son travail philosophique, essayer de transférer les enseignements de la révolution darwinienne dans le champ des sciences sociales et politiques. Ça, c'est pour la première partie de sa vie. Il va, pour des raisons que je n'ai pas toujours pas vraiment comprises, mais il va décider de ne pas poursuivre sa carrière de chercheur, d'académique, et il va devenir journaliste, un des plus prestigieux journalistes américains du XXe siècle. Alors, il ne s'en tiendra pas là, il sera journaliste, il sera aussi un très grand essayiste. Alors, journaliste, c'est-à-dire, ça consistait pour lui à être un chroniqueur très intensif. Il a chroniqué l'histoire du monde pendant presque tout le XXe siècle, enfin, en tout cas, une très très bonne partie du XXe siècle, et il était extrêmement lu par les Américains et par les décideurs. Il va avoir également un rôle donc de publiciste, c'est-à-dire qu'il écrit des essais dans la sphère publique qui auront énormément d'impact, des essais sur la démocratie, sur le libéralisme, sur la politique, etc. Et puis, il va avoir un rôle crucial de conseiller de, pas tous, mais d'une bonne partie des plus grands présidents américains qui reçoivent Walter Lippmann en privé très régulièrement pour avoir son avis sur les directions qu'il faut prendre. Il va avoir même le rôle, il est dans les manuels d'histoire, puisqu'il va avoir un rôle historique régulièrement. Par exemple, il est l'un de ceux, enfin, il est
il a rédigé les 14 points de Wilson pour l'entrée de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale. Il a vraiment été aux manœuvres, hein, aux manettes pour beaucoup d'événements. Voilà, donc très souvent, quand il y a une grande photo historique, pendant le XXe siècle américain, Walter Lippmann est au centre ou un peu sur le côté de la photo. C'est vraiment un personnage historique important. On a découvert donc récemment qu'il avait été l'un des inspirateurs de ce néolibéralisme. Donc ça, c'est une des grandes importances historiques de Lippmann. Alors maintenant, pour vous répondre, pour comprendre l'anthropologie de Lippmann, il faut effectivement connaître celle de Spencer. J'en ai dit 2 mots. Pour Spencer, l'espèce humaine donc est amenée à évoluer comme toutes les autres espèces, et l'évolution de la vie est finalement orientée par l'apparition de l'espèce humaine, et l'évolution de la vie est orientée par le dernier stade ultime de l'histoire humaine, qui est le plus haut, le stade suprême, supérieur, qui est aussi le stade final, qui est la société industrielle. Donc, je le répète, une société mondialisée, dans laquelle on a dépassé cette notion archaïque des nations, et dans laquelle il n'y a plus de guerre, dans laquelle, grâce au travail industriel, qui est un travail de coopération, dans lequel tous les rouages sont parfaitement ajustés, il n'y a plus de conflit. Le travail, qui s'est évidemment divisé dans l'évolution, et c'est évidemment pour lui un progrès, hein, chacun n'a plus à faire soi-même son beurre, sa maison et tout le reste pour vivre, mais il y a une division du travail. Cette division du travail, elle s'est mondialisée à tel point que le sens de l'histoire, c'est que cette mondialisation aille jusqu'au bout, jusque dans un état final où tout le monde coopérera avec tout le monde de manière optimale, sans qu'il n'y ait plus de conflit, sans qu'il n'y ait plus même de compétition à la fin, ultimement. Donc, pour cela, Spencer pense qu'il faut qu'il y ait des mécanismes, justement, de compétition et de coopération qui marchent de concert, qui permettent véritablement, mécanismes qui sont vraiment mécaniques au sens fort du terme, qui obéissent aux lois de la vie, décrites soi-disant par Darwin. Bon, en fait, il sait très bien que c'est pas vrai, donc il est en fait en rivalité avec Darwin, et il invente des choses, il prête des choses à Darwin, enfin il fait tout un micmac, et Darwin malheureusement s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a repris des expressions de Spencer. Il aurait mieux fait de s'abstenir, hein, en particulier la survie des plus aptes. Ça a occasionné toutes sortes de malentendus, mais bon, disons que tout en étant en compétition avec Darwin, en lui prenant des choses et en lui prêtant des choses, il arrive à cette représentation là de l'histoire de la vie. Pour Lippmann, là où Spencer, Dewey c'est un autre personnage dont on parlera peut-être dans l'histoire, qui n'a rien à voir. Pour Spencer, là où il y a vraiment, pour Lippmann, là où Spencer fait un contresens, c'est quand il croit que tout ça se fait mécaniquement. Pour Lippmann, oui, cela s'est fait par les mécanismes évolutifs, très bien jusqu'à une date très récente. Et il y a un moment où l'espèce humaine a initié, sans en avoir absolument conscience, mais ça n'a aucune importance, elle a initié une grande révolution. Cette grande révolution, c'est aussi pour Lippmann la révolution industrielle. Donc il est lui aussi un penseur, comme Spencer, de la société industrielle. Mais ce que Spencer n'a pas vu, c'est que la révolution industrielle a créé une rupture dans l'histoire naturelle de la vie et dans l'histoire naturelle de notre évolution. Brutalement, nous avons créé un environnement à une vitesse faramineuse, hein, un environnement auquel nous n'avons plus été capables de nous adapter spontanément, naturellement. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où nous avons d'un côté une espèce, la nôtre, qui a toute une série de dispositions qui lui viennent de sa longue et lente histoire évolutive. Nous avons une certaine manière de penser, de connaître, de percevoir, de sentir. Nous avons un certain type d'émotion, une organisation nerveuse, émotionnelle, psychique, cognitive. Nous avons tout cet appareil complexe, très complexe, cognitif, affectif. Et pour le darwinien Lippmann, eh bien, tout ceci est le résultat d'une longue histoire évolutive, comme les autres vivants. Hein. Et le problème est que nous avons créé un environnement subitement complètement nouveau, accéléré. Alors la rupture avec le darwinisme, parce qu'il faut savoir que Darwin est gradualiste,
C'est-à-dire que l'évolution est toujours, pour Darwin, très très lente, et elle se fait toujours par petites touches sur des temps extrêmement longs, des temps géologiques. Et ça, Darwin le reprend à Charles Lyell, le grand géologue. Et d'ailleurs, Lippmann est comme Darwin, il est gradualiste, il croit au temps long. Simplement, ce qui se passe avec la révolution industrielle, c'est que nous créons un nouvel environnement dont les rythmes vont s'accélérer de manière exponentielle et dont les dimensions vont exploser à l'échelle du monde. Donc, pour Lippmann, ça se met en place il y a, je dirais, 5 minutes, c'est-à-dire à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est extrêmement récent à l'échelle de l'histoire de l'espèce humaine. C'est vraiment avant-hier. Hein. Et donc, cette chose a complètement déstabilisé notre espèce, qui se retrouve complètement inadaptée à son propre environnement. Or, pour Lippmann, il n'y a pas d'autre environnement possible, puisque là-dessus, il est tout à fait spencerien. C'est le sens de l'évolution, et c'est ce qui fait l'éminence de l'espèce humaine, c'est ce qui fait sa supériorité. C'est qu'elle a été capable de se créer un environnement mondialisé, accéléré, celui d'une accélération de l'évolution. Notre espèce s'est adaptée pour Lippmann, pendant sa très lente histoire évolutive, à des environnements relativement clos, relativement calmes, relativement stables. Il y avait évidemment de l'évolution, puisque nous sommes dans une pensée de l'évolution. Mais l'évolution était relativement lente. Enfin, lente. Les environnements n'étaient pas hermétiquement fermés, puisque dans la vie, on le sait, les choses circulent. Les virus circulent, tout circule dans la vie. Hein. Je vous donne l'exemple des virus, parce que c'est typique de la contagion. Bon. Mais ces environnements étaient jusqu'à présent relativement protégés. Là, on crée un monde, un environnement, dans lequel toute forme de clôture protectrice, toute forme de stase, de stabilité, sont tendanciellement détruites et liquéfiées. Et du même coup, nous nous retrouvons face, nous, avec notre histoire lestée par tout cet héritage, nous nous retrouvons face à un environnement que nous ne pouvons pas supporter affectivement, qui nous est insupportable, qui excède totalement nos capacités de compréhension, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous sommes dans un environnement complètement ouvert, imprédictible, incertain, ce qui crée toute une série de troubles extrêmement graves, d'après Lippmann. Et tous ces troubles sont les troubles de l'inadaptation. En fait, nous découvrons une espèce, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la vie, on a une espèce qui est inadaptée, déficiente par rapport à ce que son environnement exige d'elle. Et c'est là qu'en fait le néolibéralisme, sur lequel, que va refonder en partie Lippmann, en fait se double d'une théorie politique du gouvernement où finalement on retrouve un peu ici l'analyse de Foucault, c'est-à-dire qu'il y a le diagnostic porté sur ce décalage entre flux et stase, et puis le constat est fait, c'est un fait, on ne peut pas revenir dessus, et donc il va falloir travailler à adapter les hommes à ce nouvel environnement. Et donc là, il va y avoir une gouvernementalité des hommes, en fait, et un déploiement d'une fabrique par Lippmann que vous décrivez très précisément. Exactement. Là, on retrouve Foucault, puisque comme les choses ne marchent pas naturellement, mais qu'il n'y a pas d'autre fin de l'histoire que ce grand environnement de la mondialisation, comme on dit aujourd'hui, hein, de la mondialisation, du travail mondialisé, de l'accélération des rythmes. On n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire, il faut s'adapter. Moi, j'ai toujours entendu que ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai toujours entendu que ça. C'est le discours ambiant. C'est le sens de l'histoire. C'est dans ce sens que ça va. C'est à ça qu'il s'agit de s'adapter. Du même coup, la seule solution, c'est de transformer l'espèce humaine elle-même. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que cette espèce humaine, elle est lente, elle est retardataire, elle fabrique des stéréotypes rigides qui sont toujours en retard sur le flux absolu des transformations. Et donc, pour pouvoir transformer cette espèce, il va falloir imaginer un pouvoir extrêmement fort, et ça existe, un pouvoir fort, c'est l'État, la puissance publique, un pouvoir fort, donc un retour de l'État qui doit absolument s'affirmer, qui déploie des politiques publiques extrêmement ambitieuses et d'envergure, et qui mobilise, et c'est là qu'on retrouve Foucault, donc retour de l'État, mais aussi qui mobilise toutes sortes d'artifices pour construire
une espèce humaine qui soit adaptée à ce que demande le nouvel environnement de la mondialisation. Donc les artifices en question, ils sont très nombreux. Et ils sont décrits de manière très précise dans mon livre. C'est bien sûr l'artifice du droit, de la réglementation, qui va permettre de poser les règles du jeu pour une compétition juste, comme diront les traités européens, libres et non faussés, hein, une compétition loyale avec des arbitres justes. C'est vraiment ça qu'essaient de penser les ordolibéraux allemands qui aiment beaucoup le texte de Lippmann. Ils retrouvent parfaitement leur souci de règles justes permettant d'édifier de manière évidemment parfaitement artificielle un grand jeu non biaisé de la compétition, exactement sur le modèle de la compétition sportive. Hein. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont toujours essayer de se doper, d'autres qui vont essayer de voler dans la caisse, d'autres vont acheter l'arbitre. Ça existera toujours, mais il faut qu'il y ait des organisations sportives très sévères qui soient là pour réguler toutes ces mauvaises pulsions et pour que le jeu du football mondial, par exemple, soit fair play et que ce soit les meilleurs qui gagnent. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, sur le modèle de la compétition sportive, mobiliser l'artifice du droit au sens très large du mot, donc des règles et de la régulation, pour instaurer le grand marché mondial dans lequel ce sont les meilleurs qui ont les meilleures places et pas les héritiers. Le but, c'est d'éviter que ceux qui ont les meilleures places, ce soient les héritiers. Le but, c'est d'éviter que ceux qui rentrent à Harvard parce qu'ils sont des fils de milliardaires. Le but, c'est que ceux qui entrent à Sciences Po Paris, ce sont des gens qui méritants. Donc il faut aller les chercher en banlieue, par exemple. Et instaurer la compétition partout pour aller chercher des bons compétiteurs partout. Ce que connaissent très bien les entraîneurs de football qui vont chercher leurs meilleurs joueurs, pas dans le 16e arrondissement, mais dans les classes populaires. Parce que vous avez plus de chances de trouver des bons joueurs dans les classes populaires que dans la minuscule classe de l'élite. Vous n'allez pas aller très loin si vous recrutez uniquement dans le 16e arrondissement. Donc l'idée générale, c'est d'aller chercher les meilleurs compétiteurs partout. Et puis, alors, aller les chercher, ça ne suffit pas. Il faut aussi leur donner des compétences à la compétition, et donc il faut les former. Et il faut les former, je dirais, dès l'école maternelle, tout de suite, d'emblée, par des grandes politiques publiques. Et il faut leur donner des performances somatiques et psychiques beaucoup plus grandes que celles de cette espèce déficiente actuelle. Donc il ne faut pas seulement une grande politique d'éducation, mais il faut aussi une grande politique de santé. Et Lippmann dit, par exemple, il y a tout le chantier de l'eugénisme, qui est fondamental, dont l'État doit s'emparer pour sortir l'espèce humaine de son état de déficience. Donc ça, ce sont déjà au moins trois grands arsenaux d'artifices, le droit, l'éducation, la santé, mais ça suffit pas, donc la médecine, toutes ces choses, mais aussi on peut aller plus loin, enfin il va falloir aller plus loin, il va falloir aussi mobiliser un arsenal très important aux yeux de Lippmann, c'est celui de la communication et de la culture. Pourquoi ? Parce que on pourra pas, il ne s'agit pas d'imposer ça dans la violence. On ne va pas transformer cette espèce contre son gré à coups de Kalachnikov. Donc l'idée, c'est que ce soit avec le consentement de la population à toutes ces transformations. Et pour que ce consentement ait lieu, on ne va pas aller le chercher, le consentement, parce qu'il n'existe pas. Parce qu'on a affaire, en fait, qu'à des masses atomisées d'individus complètement perdus qui ne savent pas où vont l'histoire, qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils veulent une chose et son contraire. C'est le grand thème, un vieux thème de la plèbe qui devient, chez les libéraux classiques, qui devient celui de la masse amorphe, de la masse folle, du troupeau qui piétine, du troupeau qui est saisi par des mouvements de peur, le troupeau irrationnel, quoi. Donc il faut certainement pas aller demander son avis à ce troupeau irrationnel. De toute façon, si vous commencez à demander son avis à ce troupeau, il pourra de toute façon rien vous dire parce qu'il est incapable d'articuler quelque chose de manière par le logos, par la rationalité. Donc la seule chose qu'il faille faire, c'est fabriquer le consentement des populations. Et pour le fabriquer, il y a des moyens industriels. Il y a des moyens industriels dont on dispose, extrêmement efficaces, et dont d'ailleurs les fascistes, qui sont des contemporains évidemment directs de Lippmann, puis les nazis, puis l'Union soviétique, a montré qu'ils pouvaient très très bien s'en servir. Donc l'idée, c'est que si on laisse
cet arsenal monstrueusement puissant du cinéma, de la presse, de ce qu'on appellera voilà, les réseaux sociaux, si vous voulez, hein, tout ce qui permet de communiquer, etc., aux fascistes et aux nazis, nous sommes perdus. Donc l'idée, c'est de récupérer cet arsenal pour le mettre au service de la démocratie. Mais alors une démocratie très particulière dans laquelle il s'agit de fabriquer le consentement du démos, puisque le démos est incapable de savoir ce qu'il veut. Le démos est incompétent. Donc il est incapable de savoir ce qu'il veut, donc il doit être dirigé par en haut dans la bonne direction, celle de la fin de l'évolution. D'où une démocratie très autoritaire, mais qui fait tout pour éviter le recours à la violence et qui, évidemment, échoue quand elle est obligée d'en recourir à la violence policière, pénale, etc. Donc l'idée, c'est pour ça que la manufacture du consentement, vous connaissez peut-être cette expression, elle a été popularisée par Chomsky, sur un mode critique, évidemment. La manufacture du consentement, c'est une idée de Lippmann. Et le livre de Chomsky est une discussion avec et contre Walter Lippmann. Donc c'est pour ça que la manufacture du consentement est quelque chose de très important dans le néolibéralisme, qui est aussi une théorie de la démocratie. Alors justement, en identifiant ce discours de Lippmann, ces échanges, vous mettez en avant un autre personnage qui va faire finalement le même diagnostic que lui, mais qui va radicalement s'opposer à lui sur les remèdes, et qui est quand même un point de vue un peu salvateur dans ce débat, et qui va, donc il va y avoir ce débat entre Lippmann et Dewey. Alors est-ce qu'on peut accord sur le diagnostic et pourtant remèdes totalement différents? Oui, c'est tout à fait ça. Dans mon enquête sur Lippmann, j'ai eu vraiment le bonheur de découvrir complètement par hasard que, oui, je me souviens presque du jour où j'ai découvert, quoi. Ça s'est fait comme ça. J'ai découvert, en continuant ma petite enquête, que Lippmann avait eu un très, très grand contradicteur. On avait un peu oublié tout ça, à part un ou deux chercheurs en France qui l'avaient mentionné. Enfin, je veux dire, c'était complètement oublié. Lippmann avait eu un très, très grand contradicteur qui avait construit une déconstruction systématique de la pensée de Lippmann, tant sur le plan du darwinisme et des contresens sur le darwinisme que sur le libéralisme et la démocratie, et que ce contradicteur était un grand philosophe, le philosophe américain, le pragmatiste américain John Dewey. Philosophe que je ne connaissais pas, sinon de nom, que je n'avais jamais étudié sérieusement. Et je me suis dit, là, évidemment, je vais me plonger dans Dewey, qui est un océan. C'est une pensée, vraiment, c'est un océan, c'est très, très riche et très complexe de rentrer dans Dewey, mais j'étais obligée de le faire. Et ça a été absolument extraordinaire, parce que là j'ai découvert un dialogue passionnant entre le néolibéralisme et sa première critique philosophique. Et je me disais, il est quand même temps que nous, philosophes, redécouvrions cette critique qui a déjà été formulée par la philosophie. Donc c'est là où je me suis dit, là, il y a vraiment un livre à écrire. Et donc le dialogue, le livre ne fait que d'écrire ce dialogue. Et évidemment, dans le dialogue, donc ces deux personnages américains extrêmement fascinants. Hein. Lippmann est un personnage américain tout à fait fascinant, et on dirait un personnage de film américain. Hein. Et John Dewey est tout aussi fascinant, mais en quelque sorte, c'est un peu comme dans un polar, vous avez le méchant et le gentil. Et évidemment, moi, je prends parti. Hein, que les choses soient très claires. Je prends parti pour Dewey contre Lippmann. C'est pas du tout une description neutre d'un spectateur impartial. De toute façon, je n'ai jamais cru à une philosophie qui se tiendrait dans une posture de neutralité ou d'impartialité. Pour moi, il s'agit véritablement d'une pure fiction. Toute philosophie passe par le fait qu'on souffre de quelque chose et qu'on essaie de résoudre ce dont on souffre. Donc on est totalement engagé, exactement comme un médecin est engagé. Un cancérologue n'aime pas le cancer, hein, il est affecté par le cancer, il n'aime pas ça, il lutte contre le cancer et il a des évaluations. Hein, voilà. Donc je crois que vraiment il faut assumer le fait que c'est un livre parfaitement engagé. Mais en même temps qui décrit, et j'essaie de respecter énormément mon adversaire, qui décrit avec le plus grand respect possible, la plus grande loyauté possible, l'adversaire Lippmann, en montrant la force de sa pensée, son intelligence, sa subtilité, ses revirements, hein, et pourquoi finalement il
la pensée qu'il inspire, le néolibéralisme, a autant d'attraction sur nous. Parce qu'en fait, nous sommes, j'en suis convaincue, dans notre ère culturelle, nous sommes tous imprégnés de néolibéralisme. Nous sommes tous plus ou moins néolibéraux, moi la première. Nous sommes imprégnés de ces choses-là. Moi, dans mes pratiques pédagogiques, je suis obligée de mettre en compétition mes doctorants, de leur expliquer qu'on est dans un contexte malthusien, qu'il faut qu'ils aient des performances leur permettant qu'il va falloir qu'ils soient très adaptables, voilà, je suis obligée de les modeler. Je ne dis pas que ça me réjouit, mais j'ai moi-même intériorisé toutes sortes de normes néolibérales. Et même si j'essaie d'y résister, je suis moi-même complètement imbibée, si vous voulez. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner de la force à ceux qui résistaient en moi à cela. Et c'est vrai que Dewey m'a énormément aidée et que j'ai pris parti pour lui, tout en voyant les limites de ce qu'il raconte. Et pour moi, c'est la porte ouverte à plein de nouvelles questions. Alors, pour répondre sur les grandes lignes, et puis, bon, je ne sais pas si on pourra aller très au-delà, parce que le temps passe, et peut-être que vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre. Mais pour répondre sur les grandes lignes, après, je ne suis pas, moi, décisionnaire du temps, hein, mais ma montre se cache. Mais j'espère qu'on pourra parler un peu de oui. Mais effectivement, le diagnostic est le même. À vrai dire, d'un point de vue tout à fait factuel, John Dewey et Walter Lippmann ont tous les deux été fascinés par un chercheur britannique de psychologie sociale, lui aussi totalement oublié, comme quoi ça vaut le coup d'aller fouiller un peu de temps en temps dans les poubelles de l'histoire, parce qu'on trouve des trucs très intéressants, qui s'appelle Graham Wallas. Alors rien à voir avec le Wallace de la biologie, puisque ça s'écrit W-A-2-L-A-S. Et ce Graham Wallas a écrit un livre tout à fait fascinant qui s'appelle The Great Society, la grande société, qui n'a strictement rien à voir avec le concept de grande société de Johnson dans les années 60 aux États-Unis, qui est un livre sur la mondialisation, sur la grande société industrielle mondialisée. Et c'est Graham Wallas, psychologue social, socialiste et démocrate, qui pose ce constat, qui est celui de Lippmann, que nous avons créé un environnement auquel nous ne sommes pas adaptés. Et nous avons des dispositions psychiques, etc., cognitives, comme je le racontais tout à l'heure, qui ne permettent pas de faire face à cet environnement. Lippmann était un des élèves de Wallas dans son séminaire de Harvard, et Wallas aimait beaucoup le jeune Lippmann. Mais il a été profondément déçu par la manière dont Lippmann a entendu sa leçon, et par l'idée que, puisqu'il y a un désajustement, il faut que l'espèce soit transformée pour se plier aux conditions de ce qu'on appellerait aujourd'hui la mondialisation. Wallas lui a objecté, mais enfin pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Oui, il y a une situation de maladjustment, de malajustement qui est très grave, qui est la source de principales pathologies de notre monde contemporain, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est à l'espèce humaine de se plier passivement aux conditions figées d'un environnement industriel, en aucun cas. Ça peut peut-être vouloir dire que l'espèce humaine doit transformer cet environnement industriel pour le rendre compatible avec ses dispositions. Et donc, il faut, dit Wallas, imaginer des expérimentations politiques pour penser tout ça. Et il faut aller voir du côté de la psychologie, du côté de la transformation sociale, de la sociologie, des sciences humaines et sociales. Donc, c'est la porte ouverte à un chantier qui n'est pas du tout possible de résoudre par cette simple formule. Eh bien, l'espèce humaine va devoir s'adapter à ces conditions nouvelles. Et Dewey va très bien, lui, comprendre la leçon de Wallas et va dire, mais bien entendu, Wallas a raison, oui, il y a ce diagnostic partagé par tous les trois d'un mésajustement, d'une maladaptation, d'une désadaptation, mais pour Dewey, ces situations de désadaptation sont extrêmement précieuses. Dewey pense même dans son évolutionnisme à lui que, et il met même ça, il imputerait même ça volontiers à Darwin, ça lui pose pas de problème, que l'évolution passe par des moments de conflit et de désadaptation. Dewey pense qu'il y a une valeur de la désadaptation. Les moments de désadaptation sont constitutifs pour lui, sont moteurs de l'évolution et sont des moments parfaitement indécidables dans leur issue. Pourquoi ? Parce que ce sont des moments où on voit qu'en fait, il y a un conflit larvé, toujours, entre un organisme et son environnement. Il y a une tension entre ce que veut l'organisme et ce que veut l'environnement. Ça ne consonne pas nécessairement. Et donc,
cette tension entre l'organisme et l'environnement, elle ne peut se résoudre que de manière interactive. C'est un rapport de force, en fait, entre les exigences de l'environnement et celles de l'organisme. Et c'est une vision complètement aberrante que de faire de la vie une espèce de matière, de matériaux amorphes et passifs qui se coulerait dans les exigences de l'environnement, comme, vous savez, la tarte, la pâte à tarte se coulerait dans un moule. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe, dit Dewey, lisant Darwin. Ça se passe par des rapports qu'on pourrait presque appeler dialectiques. Et il faut savoir que Dewey est un élève de Hegel, hein, c'est un hegelien, et donc il croit beaucoup au conflit, au négatif, à la tension. Alors ça m'a fascinée parce que je suis par ailleurs très intéressée par la biologie contemporaine. Je travaille beaucoup sur les conflits internes au darwinisme contemporain. Et il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, qu'il y a toute une veine darwinienne contemporaine qui se réclame d'une biologie dialectique qui insiste sur tous ces conflits. Et je peux vous donner comme grand nom Stephen Jay Gould, le grand paléontologue, qui est allé lire Marx, qui s'est intéressé à Hegel, qui considère lui aussi qu'il ne faut pas dire que le vivant est une pâte molle qui devrait se plier au... Alors, conclusion, le sens politique de tout ça pour Dewey, c'est que l'animal humain, l'espèce humaine, elle a des capacités, comme tous les vivants, d'imposer ses conditions à son environnement, de transformer son environnement. La preuve, la révolution industrielle, c'est bien la preuve, elle est bien la preuve que nous sommes capables de transformer totalement les environnements jusqu'à créer des environnements complètement nouveaux. Donc nous avons un pouvoir d'action et de transformation. Et du même coup, il est totalement absurde de dire nous avons transformé le monde, mais à partir de maintenant, nous ne pouvons plus le transformer, nous devons nous adapter à lui. Pas du tout. Le travail de transformation doit continuer. Et donc il faut transformer ce monde industriel qui est par ailleurs délétère pour nos vies. Il nous pollue, il nous intoxique, il nous empêche de nous organiser socialement, etc., etc. Et Dewey dit il faut reprendre les moyens de la puissance industrielle pour transformer le monde industriel. Il faut poursuivre le travail de l'intelligence collective qui a permis la révolution industrielle, c'est-à-dire la démarche expérimentale qui est la marque de fabrique des temps modernes, de la science des temps modernes. Dewey est un grand admirateur de la révolution scientifique du XVIIe siècle et du fait qu'elle a transformé la connaissance en ce qu'elle était véritablement, c'est-à-dire un laboratoire expérimental pour gagner de la puissance sur le monde. Et le problème, c'est qu'il y a eu un retournement funeste où cette démarche expérimentale s'est progressivement détruite, figée, et elle s'est figée en un monde mondialisé complètement ossifié, où un certain nombre de privilégiés ont pris les places, et concentrent en leurs mains non seulement toutes les richesses financières, mais aussi le savoir, la connaissance. L'idée générale de Dewey, c'est que pour qu'on puisse transformer notre environnement, chez nous, ça ne se passe pas comme dans les mécanismes décrits par Darwin, par variation aléatoire et une sélection naturelle qui viendrait trier dans les bonnes ou mauvaises variations. Ça, c'est pour notre espèce au début de son histoire. Mais il y a eu un moment où ce mécanisme un peu tâtonnant a été perfectionné ou amélioré, pour Dewey, par l'invention d'un nouvel organe qu'aucun autre animal a inventé, qui est non pas l'intelligence, parce que beaucoup d'animaux ont l'intelligence, les mammifères supérieurs ont l'intelligence, mais l'intelligence collective. La collectivisation, si vous voulez dire, ça se dit, pardon. Enfin, le fait de collectiviser l'intelligence par des moyens qui n'existaient pas avant dans la vie, par la parole, par la communication, par la culture, par l'éducation. Et cette intelligence collective, ce qui la définit, c'est qu'elle va perfectionner le travail expérimental que mène la vie depuis ses débuts. Parce que pour Dewey, lisant Darwin, la vie est un grand laboratoire expérimental qui teste plein de directions. Et c'est pour ça qu'il y a cette myriade d'espèces et qu'il y a cette multiplicité vertigineuse de manières de vivre qui fait tout le caractère fantastique de la vie.
Ce qui est magnifique dans la vie, c'est qu'elle part dans une multiplicité de directions, qu'elle expérimente une multiplicité de manières de vivre. C'est ce qui fait l'immense variété du vivant. Dewey le prend en compte comme vraiment la leçon fondamentale de l'origine des espèces, le fait qu'il y ait cette myriade de manières de vivre, et il pense que l'humain reprend évidemment ceci et le radicalise avec cette multiplicité de cultures humaines, ces manières infiniment variées de déployer l'intelligence collective qui font qu'il y a une multiplicité de cultures, de civilisations, de manières de vivre. Et tout cela pour Dewey, c'est pour ça qu'il est passionné par les anthropologues, les ethnologues, la manière dont les groupes humains s'organisent de manière toujours très différente. Pour lui, cela relève très largement du travail de l'intelligence collective qui permet de créer des groupes sociaux robustes, qui tiennent dans le temps et qui fonctionnent. Le problème, c'est que, alors ceci va aussi donner l'expérimentation très fine de la science expérimentale moderne et cette magnifique révolution qui est la révolution industrielle. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où, avec le capitalisme avancé, tout ceci va se figer et se désarticuler, puisque vous allez avoir une organisation de la société capitalistique et monopolistique, où une élite va concentrer dans ses mains la puissance financière, mais aussi la puissance, le pouvoir qu'est le savoir, et va se donner une cible exactement comme chez Lippmann, parce que Lippmann c'est tout à fait ça, une cible passive que serait la population, qui est en fait la cible passive de l'expérimentation des leaders et des experts, de ceux qui savent. Parce que ça, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais pour Lippmann, parmi tous les artifices nécessaires pour conduire les populations dans la bonne direction, il y a le savoir expert de la science qui doit être mobilisé et qui doit donc conduire, par exemple, pour vous donner un exemple, on va demander aux psychologues de nous dire comment fonctionne le cerveau des enfants en maternelle, comme ça on pourra imaginer une nouvelle école maternelle qui leur fabrique les bonnes compétences. Suivez mon regard, au cas où, si vous n'avez pas compris l'allusion très lourde à l'action actuelle de Blanquer, je vous le cite, et de son ami Stanislas Dehaene, neuroscientifique, qui est en fait une action politique sur laquelle personne n'a été consulté. Je ne sais pas si on vous a consulté au moment des élections pour voter pour un pouvoir qui avait décidé de mettre tout ça en place. Non, évidemment, ce n'était pas du tout dans le programme. Et tout ça n'est pas démocratiquement, si vous voulez, proposé. C'est décidé en haut lieu. On vous l'impose comme ça, et c'est donc vraiment un pouvoir de dirigeants et d'experts qui mobilisent des techniques pour nous gouverner dans la bonne direction, et dès le plus jeune âge. Donc, on a ça d'un côté, une vision très particulière de l'usage du savoir en politique, et Dewey qui lit Lippmann, bien sûr, de manière extrêmement précise, qui dit que c'est évidemment le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritable expérimentation, il faut que ceux qui conduisent l'expérimentation soient, exactement comme je disais tout à l'heure, ceux qui souffrent du problème. Quand vous souffrez vous-même affectivement du problème, alors vous allez mettre en place une réponse active en mobilisant du savoir, et vous allez vous-même subir passivement ce que vous avez tenté activement, et par ces boucles de rétroaction entre les phases actives et les phases passives de l'expérimentation, vous aurez une expérimentation fine qui inventera une manière de vivre, une direction véritablement robuste. Le problème, c'est qu'à l'âge industriel monopolistique du capitalisme avancé, ce qui se met en place, c'est la destruction même des conditions de l'expérimentation, puisqu'on a la désarticulation en règle des phases actives, rendues possibles par le savoir spécialisé, et de la phase passive, c'est-à-dire celui qui souffre celui qui souffre du problème et celui qui éprouve les conséquences de l'expérimentation mise en place. Pour vous donner un exemple, si ça vous semble un peu abstrait, c'est comme ça qu'est structurée depuis très longtemps l'expérimentation dans le champ sanitaire. Vous avez des experts qui ne souffrent pas du problème, qui sont considérés comme spectateurs impartiaux, non affectés, leurs affects sont censés être tout à fait à distance, et qui, à partir d'un savoir purement abstrait, objectif,
vont mettre en place une expérimentation. Et vous avez une cible passive, les patients, qui par définition sont entièrement passifs. Et cette manière de conduire l'expérimentation, elle est aujourd'hui contestée dans le champ sanitaire par un nouveau type de démocratie, une démocratie des publics, une démocratie de l'expérimentation, une démocratie qui demande une participation centrale des publics concernés. Et vous avez une révolte dans le monde sanitaire, partout dans le monde, pour que les patients, avec les associations de patients, demandent de devenir les parties prenantes de la construction du savoir médical et de l'expérimentation. Et là, vous avez donc les conditions pour un retour de l'expérimentation, de l'enchaînement des phases passives et actives. C'est pour ça que ce que j'ai finalement vu, on n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans tous les détails de la pensée de Dewey, c'est que le monde dans lequel j'étais était à la fois un monde profondément lippmannien, profondément marqué par cette vision lippmannienne de la démocratie, de l'expertise, du nouveau libéralisme, du rôle de l'État, de la santé publique. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est que le monde dans lequel je vivais était de plus en plus aussi un monde deweyien, c'est-à-dire réclamant vraiment de déconstruire systématiquement la vision néolibérale du monde par une nouvelle conception de la démocratie et du rôle central des publics qui se lèvent un peu partout et qui ont envie d'expérimenter dans toutes les directions de nouvelles manières de vivre et qui remettent en cause l'idée qu'il y aurait un sens ultime de l'histoire. Pour quelles raisons ces publics aujourd'hui sont de plus en plus entendus? Parce que, vous l'avez tous compris, le sens de l'histoire qui nous a été dessiné se confond de plus en plus avec la fin du monde, c'est-à-dire la destruction de la planète et de la vie sur la Terre. Donc en fait, l'histoire que nous a racontée Lippmann à la suite de Spencer est une histoire non seulement fausse, mais absolument funeste, puisqu'elle ne peut que conduire à la destruction de la vie, puisque la vie ne peut pas supporter cette accélération sans fin de la mobilité, cette absence totale de protection, enfin bref, tout ce que on nous raconte depuis des décennies. Tout ceci, bon, on a fabriqué notre consentement à tout ceci, on s'est relativement laissé faire, mais aujourd'hui, on voit que ça craque de partout. C'est pourquoi ce vieux débat, d'il y a 100 ans bientôt, retrouve peut-être toute sa fraîcheur aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça que je l'ai exhumé, en tout cas. C'était par rapport à ce dont je souffrais et ce qui me réjouissait aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner dès maintenant la parole dans le public. Bonjour, merci pour votre exposé, c'était très intéressant. Je vais vous poser une question qui est sans doute assez banale et naïve, mais qui j'aimerais bien que vous précisiez. Je pense que sur la fin de votre exposé, vous avez esquissé une partie de la réponse sans doute. Du coup, vous mettez en avant un constat assez très passionnant du fait que par le nouveau néolibéralisme, finalement, l'État ne se retire pas, mais il est de plus en plus présent par justement du coup cette exigence d'adaptation. Et vous dites par ailleurs que ça fait intrinsèquement souffrir les individus par leur structure cognitive, etc. Et du coup, j'aimerais savoir en quoi c'est intrinsèquement mauvais pour les individus d'être dans la nécessité de s'adapter. Sous quels effets, que ce soit cognitifs, anthropologiques. Parce que, comme vous l'avez dit au début, il y a aussi de la vertu à s'adapter. Voilà. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut dire que l'État, que ce principe que vous découvrez est un principe absolu ou relatif, dans le sens que si on prend la situation ou les manœuvres de l'État français, on peut, même si du coup il est dans cette logique de l'adaptation, on ne peut pas dire que ce soit un principe forcément absolu, parce que pour les gens qu'on pourrait dire entre guillemets inadaptés, je sais pas, on peut prendre l'exemple des gens qui ont des pathologies mentales, l'État met quand même en œuvre des politiques, on peut dire sociales, à travers par exemple, c'est pas une aide comme l'AAH qui est de 1 000 €. Donc voilà, au-delà du constat, j'aimerais comprendre en quoi ce constat est problématique.
Merci beaucoup de vos 2 questions. Alors, première question, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai peut-être pas eu le temps de le dire, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à dire, et j'avais peur d'en dire trop. Mais c'est pour ça précisément que, ça je ne l'ai pas dit, il faut s'adapter à 2 sens. Le titre, c'est à la fois un titre extrêmement critique, puisque c'est la critique de l'injonction « il faut s'adapter » qui vient du néolibéralisme, comme je l'ai expliqué, donc c'est à l'adresse de Lippmann. Mais il faut s'adapter, c'est exactement ce que dit Dewey. Dewey est un penseur de l'adaptation. Il promeut l'adaptation. Dans sa philosophie de l'éducation, je n'ai pas eu le temps de le dire non plus, c'est un des plus grands philosophes de l'éducation, il promeut la nécessité de s'adapter. Dans sa psychologie, parce qu'il a aussi toute une psychologie, le concept central, c'est l'adaptation. Donc c'est quelqu'un qui serait d'accord avec vous. L'adaptation n'est pas du tout un mal en soi. Simplement, il faut bien comprendre, dit Dewey, ce qu'est l'adaptation. L'adaptation implique non pas que je me plie passivement aux conditions que m'impose mon environnement, quel que soit cet environnement, mais ça implique à la fois que je me laisse affecter par ces conditions et que je négocie avec elles, mais ça implique aussi que je transforme activement cet environnement pour le rendre adéquat à mes dispositions. Vous voyez ? Donc, malheureusement, quand on dit « il faut s'adapter », c'est pas ça qu'on dit dans le langage courant. Quand, je sais pas, quand quelqu'un dans le couloir administratif de mon université me regarde un peu irrité et me dit, parce que je viens critiquer un nouveau logiciel auquel on m'oblige de m'adapter là, sans coup ferré, et que je dis, bah, écoutez, moi, je n'ai pas envie de m'adapter à ce nouveau logiciel, enfin, j'ai pas envie à nouveau d'apprendre de couler tous mes documents dans ce nouveau logiciel, j'ai déjà fait ça il y a 2 mois, je n'ai peut-être pas envie de recommencer. On me regarde d'un air très embêté en me disant, mais écoutez, il faut s'adapter. Et sous-entendu, moi, administrative, souvent des femmes, pas toujours, je fais que ça. Mon travail, c'est en permanence, je m'adapte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je m'adapte ? Dans la bouche de cette dame, j'ai entendu ça 1000 fois dans ma vie, ça veut dire, je me plie aux consignes qui sont données et aux exigences de ce logiciel, même si elles ne me plaisent pas. Ça ne veut certainement pas dire, je fais des cours de programmation pour transformer les logiciels. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, s'adapter pour Dewey, ça veut dire, pardon, s'adapter aux mutations de l'informatique pour Dewey, ça veut dire devenir potentiellement des programmateurs qui transforment totalement le système informatique. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce n'est pas l'adaptation qui est mauvaise, c'est une mauvaise compréhension de l'adaptation qui, en plus, quand on en fait ça, conduit à nier l'évolution, parce que du coup, ce que fait Lippmann, c'est exactement ce que fait Spencer et c'est exactement ce que Bergson a montré dans l'évolution créatrice. Ces évolutionnistes nient l'évolution. Parce qu'une vraie évolution, elle est totalement ouverte, on ne sait pas où elle va, et il n'y a pas un état final auquel il faudrait s'adapter qui serait figé. Puisque ça, ce serait la fin de l'évolution. Donc, Dewey, voilà, a sorti l'adaptation et sa valeur centrale de toute une série de conditions. Pensée du conflit entre l'organisme et son environnement, je l'ai dit, interactivité, transaction, il parle de transaction, mais aussi valeur de l'inadaptation. Le moment de l'inadaptation est très important, puisque c'est dans ces moments de désajustement que se rejoue une transformation des 2 côtés. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, qui est évidemment une excellente question également, d'abord, l'État actuel, l'État français, premier élément de réponse, l'État français actuellement n'est pas seulement néolibéral, il est aussi de tradition social-démocrate. Par exemple, hein, je ne pourrais pas faire la liste de tout ce qu'il est, l'État français. Il est héritier de l'État, on pourrait même aller très loin, hein, de l'État centralisé, monarchiste, colbertien, mercantiliste. Vous avez, si vous voulez, il est saint-simonien. Enfin, dans l'histoire d'un État, quel qu'il soit, vous avez toutes sortes de couches archéologiques qui sont toujours agissantes. Donc l'État actuel français, et puis même les gouvernements qui se succèdent à la tête de l'État, enfin les chefs de l'État, sont eux-mêmes traversés par plein de tendances. Donc l'État actuel français, c'est aussi l'État social, le solidarisme, c'est plein de choses. Et cet État français, il a plein d'impulsions. Hein. Il a des impulsions néolibérales très fortes. Aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Au cas où on ne l'aurait pas remarqué jusque-là, maintenant ça se voit très clairement. Mais il a aussi il lui arrive d'avoir des pulsions ultra-libérales, c'est-à-dire de vendre au marché des choses. Bon, et là, c'est vraiment rétractation de l'État sur ses missions régaliennes. Le pouvoir actuel en place n'est pas seulement néolibéral.
en France. Il est aussi très largement ultra-libéral. Donc il est traversé par des choses contradictoires. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Donc on peut imaginer que cet État hybride fasse survivre des choses. Mais là où votre question est vraiment passionnante, c'est qu'en fait, quand vous vous intéressez aux mutations actuelles de la psychiatrie et à ces mutations néolibérales, ce que vous découvrirez, c'est que le malade mental, le malade souffrant de troubles psychiques, est aujourd'hui la cible de toutes ces mutations néolibérales. Le but est de le rendre beaucoup plus actif, beaucoup plus acteur, de le rendre performant, de lui donner des capacités d'adaptation. Et donc, moi, quand je raconte tout ça, parce que ça fait des années que je fais un séminaire avec les soignants sur tout cela, sur Lippmann, etc., les acteurs du champ de la psychiatrie, pour eux, ça a un effet de clarification extraordinaire, parce qu'en fait, ils voient cela. Alors, on le voit aussi avec les handicapés. Avec les handicapés, il y a tout un virage aujourd'hui où il y a une injonction à devenir autonome, performant, producteur de santé, participant à l'optimisation du système sanitaire, etc., etc. Donc, vous avez la même chose avec les chômeurs. Vous avez une politique sociale du chômage qui est en train de se transformer. Et l'idée, c'est qu'on ne soit plus dans l'assistance, mais qu'on donne des capacités à ces chercheurs, à ces sans-emploi, de devenir de bons compétiteurs et à entrer dans la course et à devenir mobile, flexible, proactif, performant, etc. Hein, vous voyez ? Donc ça touche tout le monde, y compris... Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du néolibéralisme, c'est d'aller chercher tout le monde, y compris les classes populaires. Je le disais tout à l'heure avec l'exemple du football, la métaphore sportive. Y compris les classes populaires, mais aussi les handicapés, les vulnérables, les enfants. Tout le monde doit entrer dans la course de la compétition. Et s'adapter et se transformer et acquérir ces capacités à la flexibilité, etc. Merci. Elle avait levé la main en premier. Ah, j'y vais ? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien entendu ce que vous avez dit durant votre conférence, notamment moi, je voulais juste vous poser une question. Ce serait pour nous affranchir justement de cette injonction à l'adaptabilité qui, au final, peut être en soi une vertu. C'est bien d'être adaptable à différents contextes, environnements ou situations. Mais qui, au final... j'ai ma propre critique de la société, à savoir, pour moi, c'est l'État qui organise la société de sorte à ce que la population doit s'adapter aux bénéfices que doivent engendrer les lobbies qui financent l'État. Et voilà. Mais pour nous affranchir de ça, est-ce que vous ne pensez pas que la croyance, ça pourrait nous libérer ? Cet aspect de la spiritualité, histoire de sortir justement du capitalisme d'État et qui est imposé en fait à la population et qui fait en fait qui pousse la population vers sa propre destruction. C'est-à-dire que vous parlez de l'industrialisation, la révolution industrielle, mais on peut plus vivre comme ça. Et, oui. Alors je vous répondrai que moi je me tiens dans ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu. Ouais. C'est-à-dire Dieu est mort, ça veut dire que la foi religieuse ne peut plus structurer de manière robuste nos sociétés. Ça semble très difficile d'imaginer que ce soit à nouveau possible. En tout cas, cette mort de Dieu, elle va durer très longtemps pour Nietzsche. Je pense qu'il n'a pas tort. Et c'est pas parce que Dieu est mort qu'on a vaincu ses ombres. Les ombres de Dieu restent extrêmement agissantes, extrêmement puissantes. Je viens vous en donner un exemple. La temporalité téléologique de Lippmann, de Spencer, puis Lippmann, puis le néolibéralisme, est une ombre de Dieu. L'idée, c'est qu'il y a une fin de l'histoire. Et ça, cette manière de temporaliser qui est tout à fait particulière, très étrange, l'idée que il y a une ligne qui va dans une direction et qu'à la fin, il y a une fin, comme il y a la fin d'un film. Pour Nietzsche, c'est un héritage de donc, le spencerianisme, avec son télos à la fin, sa fin ultime. C'est un héritage de la manière religieuse, chrétienne en particulier, de temporaliser l'histoire avec un salut à la fin. Nietzsche vous dit la manière religieuse. Je vais répondre à votre question, hein, mais je voulais quand même dire ça. La manière religieuse de temporaliser
chez nous, dans notre ère culturelle. Ça a été sur un mode unilinéaire avec une fin ultime, une fin de l'histoire, qui est le salut, qui est la bonne nouvelle de la résurrection éternelle de tous. Radicalisés par le protestantisme, tous seront rachetés dans une résurrection des corps. Et cet incroyable film qui finit très bien à la fin, donc par la résurrection de tous les corps, hein, quand même, c'est pas rien, c'est quand même une nouvelle assez saisissante. Il se trouve qu'on peut y croire personnellement, mais collectivement, on n'y croit plus. Mais je finis. Ouais. Cette ombre, cette catastrophe de la mort de Dieu, elle va donner des ombres. Et les ombres, ça va être les philosophies de l'histoire qui vont, donc, sans Dieu, dire à la fin, il y a le sens ultime, c'est le savoir absolu chez Hegel. Et puis, il y aura la révolution du socialisme révolutionnaire et le grand soir. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le libéralisme, le nouveau libéralisme, est en fait un nouveau grand récit révolutionnaire complètement d'illuminé, en fait, qui voit à la fin une fin de l'histoire. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette idole ou cette ombre de Dieu, elle est en train de se décomposer, et moi, ça me réjouit. Donc je me réjouis qu'une des nouvelles, on pourrait en faire une liste très très longue, une des dernières ombres de Dieu soit en train de se dissoudre sous nos yeux. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'invente pas une nouvelle ombre de Dieu à la place. En revanche, et là, ça va répondre à votre question, je crois que ce qui est extrêmement moteur pour se débarrasser de ce carcan et se débarrasser de cette histoire, du sens de l'histoire, etc., c'est non pas ce que j'appelle pas ça du tout la spiritualité, mais le sentiment de ce qu'est la vie, le vivant. La morale ? Non, sentiment de ce qu'est la vie, le vivant, au-delà de la vie humaine, et pour comprendre aussi ce qu'est la vie humaine et ce qu'elle doit être. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'essayer de comprendre, nous sommes en train de ressentir de manière plus ou moins confuse, plus ou moins étayée sur de la science, mais peu importe, et ça a à voir avec ce que vous dites, je pense, nous sommes en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui déborde nos capacités de calcul, notre connaissance technique, etc., qui est la vie et ses conditions. Et le respect de cette vie et de ses conditions est quelque chose d'absolument fondamental pour résister au néolibéralisme et à ses désastres. Mais pas seulement au néolibéralisme, d'ailleurs, à l'ultra-libéralisme, à l'ultra-capitalisme, qui est autre chose, à toutes ces choses-là, à une technologie qui a totalement perdu... Voilà. Donc je crois que c'est pour ça que moi je travaille sur la philosophie de la vie, la philosophie de la biologie, la philosophie des sciences du vivant, la philosophie de la médecine. Je crois qu'il y a là vraiment un terreau de mobilisation énorme. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, vous avez la jeunesse du monde entier qui, dès l'âge de 12 ans, défile dans les rues pour défendre le vivant. Vous avez des révoltes qui se passent dans le monde de la santé, des révoltes sur l'alimentation, des révoltes sur ce qu'on appelle l'écologie, la crise environnementale, qui montrent bien qu'on est là face au sentiment que quelque chose de plus haut que nous dépasse et nous traverse. Ça s'appelle la vie, et il faut essayer de comprendre comment cette vie, elle fonctionne. Non pas pour verser dans une espèce de nouvelle religion, mais aller voir de près ce que nous dit la théorie de l'évolution, aller voir de près ce que nous disent les neurosciences, aller voir de près ce que nous disent les sciences, qui ne sont qu'une manière limitée de saisir tout ça, pour essayer de respecter les conditions du vivant. Ça, je crois, pour moi, c'est là qu'est l'avenir du renouvellement politique. Et c'est ce qu'a fait Dewey, précisément. Et c'est ce que fait Nietzsche aussi. On va peut-être passer à la question suivante, du coup. Désolé. Oui, je voulais vous remercier de votre exposé très clair. Et vous remercier aussi d'avoir mis sur le devant de la scène la figure de John Dewey. Donc vous avez fait une allusion à sa philosophie de l'éducation. Et effectivement, elle est très importante. Alors, elle a été vigoureusement combattue par Hannah Arendt. Vous savez, dans la crise de l'éducation, où elle explique que Dewey, avec son mot d'ordre « learning by doing », voulait substituer, dit-elle, le faire à l'apprendre. Et elle était sur une position beaucoup plus classique de transmission du savoir. Alors c'est un fait, au moins en France, que le pragmatisme à Dewey est mal vu, qu'il a été cantonné dans ce qu'on appelle
les pédagogies alternatives, bien isolées du reste. Oui, tout à fait. Et donc ça, je voulais vous en remercier. D'autre part, l'idée d'adaptation dont vous avez parlé, elle se trouve dès les débuts chez Piaget, par exemple. L'acquisition, les développements d'intelligence chez l'enfant passent par assimilation-accommodation, dans un processus directif, bien dit. Et ce processus s'appelle précisément adaptation. Alors ça, je comprends. Par contre, si on passe au deuxième point qui a été évoqué tout à l'heure, celui de la psychiatrie, qui est dans un état sinistré, abominable en France, vous avez... certes, il y a ce qu'on appelle les pères aidants, enfin, si on prend de plus en plus en compte la parole et l'action des patients, mais en même temps, la psychiatrie telle qu'elle est enseignée et préconisée donne des choses du genre, ce que j'ai lu dans une enquête, quand vous recevez un schizophrène, vous êtes psychiatre, vous ne devez pas lui accorder plus de 13 minutes. On ne sait pas pourquoi, 14 ou 12, 13. Mais non, des choses comme ça, qui étaient la disparition d'une culture clinique, qui est très récente, hein, qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui n'est plus enseignée, ou qui se transmet par des voies purement latérales. Là, effectivement, on renvoie tout le monde. Je peux vous répondre. Oui. Ouais. Oui. Allez-y. Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir rappelé la manière dont Arendt a traité par le mépris la pédagogie de Dewey. Et je dirais même, je disais tout à l'heure, j'étais à Bruxelles tout à l'heure, on parlait d'Arendt et de Dewey, et je disais même qu'elle a traité par l'indifférence totale Dewey, parce qu'elle, mais sauf erreur de ma part, elle ne s'intéresse même pas à sa philosophie politique. C'est comme si la philosophie politique de Dewey n'existait pas, ce qui est quand même proprement hallucinant, puisque la philosophie politique de Dewey, à l'époque, est extrêmement connue aux États-Unis, et Arendt vit aux États-Unis. Donc elle a vraiment traité par le mépris, mais c'est vrai que vous avez raison, en plus elle l'a nommément visé pour ce qui est de l'éducation. Bon, mais c'est un débat qui est marginal ici. Oui, je voulais vous répondre sur la psychiatrie. Ce que vous dites est tout à fait juste, et ça dit bien, vous avez la même chose avec le handicap, ça dit bien l'ambivalence du néolibéralisme par rapport à ce genre d'inadaptation radicale qu'est le trouble psychique, voire le trouble psychiatrique, ou le handicap, et en particulier pas le handicap physique, le handicap cognitif ou intellectuel. D'un certain point de vue, pour le néolibéralisme, ce type de profil, ce sont des gens pour lesquels on ne peut rien faire. C'est-à-dire, là, on est dans l'inadaptation absolue, sans marge de manœuvre, donc autant les abandonner. Alors, c'est-à-dire ça, 13 minutes. Autant les abandonner ou les mettre sous contrôle, les mettre sous contrôle par camisole chimique ou mécanique ou dans des lieux fermés pour protéger la société selon la formule consacrée, et ce qui d'ailleurs peut parfaitement s'entendre d'ailleurs. Donc l'idée, c'est abandonnons-les et traitons-les de cette manière uniquement. D'où la misère de la psychiatrie en partie. Bon, ça c'est tellement vraiment l'esprit du néolibéralisme, enfin du nouveau libéralisme de Lippmann, que vous avez un passage de Lippmann qui dit tous les humains, tous les représentants de l'espèce humaine doivent être formés pour pouvoir entrer dans la course. Tous, ceux en particulier, ceux des classes défavorisées, il va falloir une politique sociale, il va falloir les aider, et il va falloir que les jeunes milliardaires de Manhattan apprennent à partager leurs ressources de manière beaucoup plus équitable avec la population. Sinon, on va dans une catastrophe, c'est les fascistes qui l'emporteront finalement, dit Lippmann, qui a vraiment une vision du partage des ressources. Et ça, c'est dans le néolibéralisme, l'idée de mettre en place des politiques fiscales pour lutter contre tout ça. Bon. Donc, on a ça. Donc, il dit tous les êtres humains doivent entrer dans la course, et il faut donc tous leur donner des compétences pour pouvoir concourir. Et là où il est sans voix, c'est devant les handicapés. Il dit, il y a ceux qui sont nés handicapés, et là, il dit, on ne peut rien faire. Donc, là, il n'a aucune réponse. Mais en même temps, il y a un paradoxe génial dans la pensée de Lippmann, c'est que, rappelez-vous, nous sommes tous handicapés sur le plan psychique. Nous ne sommes pas capables, nous sommes totalement déficients intellectuellement. Donc, d'un côté, ça c'est un paradoxe assez génial que j'avais trouvé en préparant une conférence pour l'UNAPI, l'association des associations
des handicapés psychiques, intellectuels, etc. En travaillant sur le handicap chez Lippmann, je m'étais rendu compte qu'il y avait une contradiction extraordinaire, qui à la fois il dit, bon ben eux, c'est vraiment une extrême minorité, vraiment, alors là on peut rien faire, et puis en même temps, le handicap intellectuel, psychique, c'est nous tous. Nous sommes tous totalement handicapés. Puisque nous sommes foncièrement, ça c'est très sérieux, déficients. Donc il faut produire une grande politique du handicap, parce qu'au fond le néolibéralisme c'est rien d'autre que ça, une grande politique du handicap pour nous donner des performances, des compétences pour lutter contre cette situation de handicap. C'est pour ça que le néolibéralisme est très ambivalent. D'un côté, il abandonne les malades, il abandonne les patients, il abandonne tous ceux qui ne sont pas... Il abandonne les fous, etc. Et en même temps, c'est son terrain de jeu favori. C'est-à-dire que c'est vraiment... On est au cœur de la problématique du néolibéralisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a tout à fait ça en santé. C'est pour ça que les soignants se sentent à la fois totalement abandonnés par l'État néolibéral et en même temps complètement persécutés par lui, puisqu'il s'agit de, en permanence, inventer de nouvelles manières d'être un patient, d'être un soignant, etc. Oui, moi je voulais vous dire à quel point la lecture de votre livre m'avait réjoui. Merci beaucoup. Je pense que dans la période actuelle, tout effort pour clarifier cette espèce de nuage qui s'appelle néolibéralisme est très important, politiquement. Voilà. Je voulais aussi souligner un des points que vous avez évoqués en disant on croit qu'il ne faut pas croire que le néolibéralisme, c'est le laisser-faire. C'est le contraire. C'est le contraire, mais ça ne veut... Et vous avez ajouté, il ne faut pas croire non plus que le néolibéralisme abandonne tout au marché. C'est sur ce point, abandonne tout au marché, que je voudrais intervenir, qu'on trouve dans l'anthropologie économique de Bourdieu, la manière dont, dans les années 60, une nouvelle politique du crédit a été instaurée en France pour l'accès à la propriété de gens qui n'imaginaient pas pouvoir accéder à la propriété. Ce qui a entraîné l'étalement urbain qu'on connaît aujourd'hui, les maisons qui sont des passoires thermiques, etc. Bon. C'est-à-dire que quand on dit le néolibéralisme n'abandonne pas au marché, ça veut dire qu'il donne une orientation, mais cette orientation se fait dans certaines conditions au bénéfice de certaines puissances qui sont sur le marché. Même si de nouveaux acteurs peuvent intervenir, la politique des années 60 et 70, notamment celle de Giscard, 74, c'est en 74 en fait que ça s'accélère. La politique de crédit voit apparaître un nouvel acteur, c'est Bouygues. Bouygues qui construit des maisons de maçons en ayant recours aux artisans. Et ces artisans, il va les ruiner en un premier temps, jusqu'au moment où il va dire, bon, ben, on arrête, parce qu'il a toute une équipe d'avocats, etc. Et il peut se lancer dans de telles pratiques. Et c'est là, il y a cet exemple-là, l'exemple du DSM en psychiatrie, c'est pour une politique au profit des trusts pharmaceutiques sur des molécules. C'est pas hors du marché, vous voyez. C'est pas sans lien avec le marché, sans lien avec certaines puissances du marché. C'est pour ça qu'avec Lippmann, on a une figure un peu de théoricien illuminé. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'on trouve dans la Cité libre des choses très déconcertantes. Défaire les monopoles. Ne pas laisser les monopoles s'installer. On trouve des choses comme ça dans la Cité libre. Mais les effets pratiques politiques n'existent pas comme ça. Alors, je comprends très bien votre question. Ça me permet de préciser un petit peu. Il y a deux éléments de réponse. Il est très important de dire que le néolibéralisme n'est pas le capitalisme sauvage, parce que le néolibéralisme, c'est de la politique. C'est de la puissance publique qui va, ça vous l'avez très bien compris, dans une direction.
Après, cette puissance publique, elle va s'appuyer sur des forces du marché, évidemment. Elle va faire des choix. Elle va stratégiquement favoriser tel ou tel acteur du marché. Et elle ne le fera pas uniquement pour des motifs cupides. Par exemple, je te vends ça parce que je gagne de l'argent. Elle le fera, mais c'est pas typiquement néolibéral, ça. Ça s'appelle la corruption ou ce que vous voulez. Le néolibéralisme, il a vraiment une vision de l'avenir, de ce que c'est l'humain, de ce que c'est une société, de ce que c'est que la politique. Il y a une vraie vision. Il faut voir, il faut prendre au sérieux cette vision. Après, tel ou tel a ses collusions. J'ai été interrogée par les médias sur l'affaire ADP, Aéroport de Paris. Moi, je n'ai pas hésité à dire dans les médias que je soupçonnais des histoires de collusion d'intérêts entre personnes. Ce n'est pas du néolibéralisme, ça. Par contre, il y a une dimension néolibérale dans la vente d'ADP au privé, qui est ce qu'il y a de néolibéral, c'est la culture de remise en cause de la souveraineté nationale. Ça, c'est un impact culturel. Ça, c'est de la fabrication culturelle. Vous voyez, c'est ça, oui. Mais le côté je vends ADP pour complaire à mon petit milieu, ça n'a rien de typiquement néolibéral. Par ailleurs, effectivement, Lippmann parle de la lutte contre les monopoles, mais pas seulement Lippmann. Tout le grand mouvement néolibéral, ordolibéral, etc., est un mouvement qui existe absolument aujourd'hui très sérieux de régulation de la constitution de monopole. Imposer des règles au marché, c'est quelque chose de très sérieux. Même si vous allez me dire, oui, mais ça marche pas très bien. Oui, ça marche pas très bien, mais le néolibéralisme n'est peut-être pas la forme de libéralisme la plus dominante aujourd'hui dans le monde. Je crois que peut-être, bon, j'ai pas les moyens d'en juger, mais je crois que l'ultralibéralisme est encore plus fort. Hein, donc, le problème, c'est qu'on appelle néolibéralisme une chose et son contraire, comme vous l'avez très bien dit. C'est important de faire cette clarification, parce que sinon, nous aurons pendant une éternité des partis de gauche qui nous diront « Nous ne sommes pas néolibéraux, car nous mettons des règles du jeu. » Bon, là, moi, j'ai envie d'éclater de rire. Je ne suis pas néolibéral puisque je mets des règles du jeu dans le monde de la finance. Bon, vous voyez, les gens d'exclamation à la François Hollande. Mais j'ai envie de dire, mon ami, tu es néolibéral depuis toujours. C'est précisément ce que disent les néolibéraux, qu'il faut réguler le capitalisme pour qu'il continue avec, selon des règles du jeu. Angela Merkel, elle passe son temps à dire ça. Donc c'est très important de le dire, sinon on croit lutter contre le néolibéralisme. Dès qu'on parle de règles, dès qu'on parle de lutter contre les monopoles, on serait anti-néolibéral. Mais c'est absurde. C'est l'un des enjeux du néolibéralisme. C'est pour ça que je tiens beaucoup à prendre au sérieux ce que nous raconte le néolibéralisme et à pas le caricaturer dans une espèce de bande de prédateurs qui se feraient des dessous de table. Et là, on ne prend pas au sérieux la force politique de la proposition. Et quand on ne le fait pas, on ne montre pas les limites dramatiques de la proposition. Et du coup, elle peut perdurer longtemps. C'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire ces clarifications. Je pense que ce sera la dernière question. Vous avez expliqué qu'un problème s'était posé à vous en voyant le paradoxe entre un tabou en Europe à propos de la légitimation de la vie politique et sociale par la biologie et malgré cela l'utilisation du vocabulaire de l'adaptation qui est justement propre à la biologie. Donc comment se fait-il que la pensée de Lippmann s'est alors diffusée de cette manière en Europe ? Alors, merci beaucoup de cette question. Pour ce qui est de la difficile question qui m'a beaucoup tourmentée de savoir si Lippmann était une cause agissante de ce que je vivais. Pendant tout le temps où j'ai fait ce travail, j'ai résisté à l'idée que Lippmann était une cause de ce que je vivais, parce que je ne crois pas que ce soit si simple. Je ne crois pas beaucoup à l'explication par les causes, et je ne crois pas beaucoup que des textes comme ceux de Lippmann, ou même des textes de grands philosophes, puissent comme ça être les causes agissantes de ce qui nous arrive. Je crois plutôt que le texte de Lippmann, qui a peut-être eu aucune influence, peut-être qu'on peut s'amuser, et d'ailleurs il y a matière à reconstituer. On parlait de Barre de Giscard et Barre, et les maisons Barre, je crois, enfin tout ça là. On parlait de ça, qui sont typiquement, c'est les introducteurs du néolibéralisme en France, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, sur le plan des gouvernants. Et évidemment, ils étaient influencés par Hayek, ils étaient influencés par les ordolibéraux, très influencés, qui ont eux-mêmes lu Lippmann. Bon, donc oui, il y a des choses qui passent, mais c'est pas ça qui est véritablement important pour moi. Ce qui est important, c'est qu'un grand texte ou un texte fort, puissant, il dit des choses qui, même si le texte n'avait pas été écrit,
aurait eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Lippmann qui est responsable du monde néolibéral dans lequel nous sommes. C'est juste que les textes de Lippmann font merveilleusement bien voir ce qu'est l'esprit du néolibéralisme, ce qu'est le sens du néolibéralisme. De la même manière, je prends souvent cette comparaison, Descartes avec son cogito n'est pas la cause des temps modernes. Dans ce cas-là, si René Descartes n'était pas né, ce qui tient à vraiment des accidents de la vie, il n'y aurait pas eu de temps moderne. Non, mais bien sûr que si, il y aurait eu les temps modernes. Simplement, il n'y aurait pas eu ce texte absolument génial qui nous montre ce que sont les temps modernes, c'est-à-dire l'émergence d'un sujet constituant qui constitue l'objet, qui juge que c'est la même cire, etc., etc. Donc c'est pas à cause de Descartes si nous sommes dans les temps modernes, mais c'est grâce à Descartes si nous arrivons à comprendre ce que sont les temps modernes. Et je crois que pour moi le texte de Lippmann, il a eu cette vertu. De même que le texte de John Dewey. C'est pas grâce à John Dewey si aujourd'hui des publics émergent partout. Voilà, ces publics qui connaissent même pas John Dewey. Simplement Dewey nous permet de parfaitement bien comprendre ce qui se joue là. Donc, je crois beaucoup à la vertu des textes, à leur force sur le plan du sens, mais je ne crois pas que ce soit forcément des causes mécaniques, historiques. C'est rare qu'un texte, en fait, déclenche un processus historique. Vous serez peut-être assez choqué par ça, mais bon, j'ai une vision plus matérialiste et aléatoire de l'histoire, où, en fait, ce qui fait qu'il y a une révolution, par exemple, c'est plein de lignées causales dans lesquelles de temps en temps, il y a des textes, mais il y a aussi beaucoup de conditions matérielles, d'accidents de toutes sortes. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse prêter aux auteurs une telle force. Je ne sais pas si c'est clair. Ce qui ne veut pas dire que le travail de lecture des textes n'est pas important, puisque c'est le travail d'élucidation qui est fondamental. Alors, très rapidement, une dernière, visiblement. Oui. La dernière des dernières. Ouais, bonsoir, je vais essayer de faire vite. Quand vous avez dit que tout le monde était plus ou moins néolibéralisé, ça m'a fait penser à ce que dit la psychologie évolutionniste aujourd'hui. Et je me dis qu'il y a certaines tentatives scientifiques aujourd'hui de justifier toute cette tendance à l'adaptation. Et est-ce que vous direz que c'est directement en lien, je pense du coup à la psychologie évolutionniste ou genre à l'économie aujourd'hui? Complètement. L'une des bases de Lippmann, c'est la psychologie évolutionniste de son époque et qui perdure aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait vraiment s'intéresser de près, j'allais dire s'inquiéter de près, de la collusion entre des politiques publiques d'éducation. J'ai parlé de Blanquer et de Hahn tout à l'heure. Des politiques, mais c'est mondial, hein, c'est pas du tout une invention de Blanquer. Des politiques publiques d'éducation. Des neurosciences extrêmement lestées par une psychologie évolutionniste extrêmement fragile sur le plan épistémologique, qui reprend cette histoire-là, des biais liés à notre histoire préhistorique. Enfin, tout ça a été largement critiqué, remis en cause, et on fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Les neurosciences sont beaucoup plus intéressantes que cela, beaucoup plus passionnantes, beaucoup plus subtiles que cette vision dégradée, vulgarisée. Et évidemment, là vous avez parfaitement raison, ça vient s'emboîter parfaitement avec une nouvelle économie comportementale qui est une ingénierie sociale, et son grand discours c'est de dire, et qui est aujourd'hui, on les porte au pinacle, hein, ils ont des prix Nobel régulièrement. Esther Duflo vient d'avoir un prix Nobel, avant c'était celui de l'école de Toulouse dont j'ai oublié le nom, peut-être dans la salle vous l'avez en tête, hein. Tirol, l'un des références de... Bon bref, donc l'idée générale, c'est que nous, économistes, sommes maintenant extrêmement lucides. Avant, on croyait que nous étions des sujets rationnels, c'est l'économie néoclassique, l'homo economicus parfaitement rationnel, mais on s'est réveillé, on est devenu très lucide, on a fait des sciences sociales, et on a découvert qu'en fait, on est lesté de toutes sortes de biais, on est fondamentalement déficient, et donc il faut complètement revoir le modèle, et donc il faut une ingénierie sociale, avec des experts qui font sur nous des expérimentations et qui nous conduisent dans la bonne direction, avec éventuellement des petits coups de pouce, là, les coups d'épaule de nudge, le nudging, etc. Tout ça s'emboîte parfaitement avec l'histoire du néolibéralisme. Voilà, ça s'emboîte parfaitement avec ces politiques publiques très invasives où on vous dit comment vous devez vous soigner, vous éduquer, etc. Donc vous avez parfaitement raison, oui, je pense. Quelqu'un avait levé la main depuis un petit bout de temps, donc nous vous laissons la parole.
Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc j'ai une dernière question à vous poser en ce qui concerne le néolibéralisme et de façon beaucoup plus historique et concrète. Si on réfléchit à ce modèle, on voit que c'est quand même un modèle qui est plutôt exogène à la France, même s'il y a eu des penseurs français qui étaient libéraux. C'est plutôt un modèle qui est issu des États-Unis ou de l'Allemagne et qui est concrètement apparu il y a 40 ans avec Thatcher et Reagan, et puis qui a été institutionnalisé par l'Union européenne en 1992 avec le traité de Maastricht. Et ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui en France, la critique qui est presque partagée par tout le monde du néolibéralisme, et donc votre critique de l'adaptabilité ou de l'adaptation au néolibéralisme, est-ce que c'est parce qu'on a, nous Français, un problème avec l'adaptabilité ou un problème avec le néolibéralisme, ou est-ce que c'est parce qu'en fait on a du mal à s'adapter à un modèle qui est finalement étranger, sachant que depuis, on va dire, la Révolution française et les Lumières, c'est quand même plutôt le monde qui s'adapte à la France, et cette scène fameuse de Hegel qui, lorsqu'il voit Napoléon sur son cheval, a une sorte de tombe en sidération, parce que à l'époque, la France, c'est la modernité, c'est les Lumières, et c'est le monde qui s'adapte à la France. Et maintenant, la France doit s'adapter au monde et au monde anglo-saxon. Je comprends votre intuition, mais je la partage pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, le néolibéralisme est très très ancré dans l'histoire française. Je vous renvoie à un livre de François Denord sur le néolibéralisme français, qui vous explique très très bien comment D'abord, c'est pas par hasard si le colloque Lippmann a eu lieu en France. C'est absolument pas un hasard. Il y a tout un groupe très très important, qui est le groupe X-Crise, du côté de Polytechnique, qui sont les plus grands, technocrates de l'État français, qui eux-mêmes sont l'héritier d'une grande, je sais pas, Saint-Simon, tout ce que vous voulez, et qui vont complètement muter en néolibéraux. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout exogène. En fait, c'est vraiment au cœur de la culture de la France contemporaine. Et la France est l'une des grandes promotrices du néolibéralisme à travers notamment ce groupe X-Crise. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Deuxièmement, le fameux Gaulois réfractaire. C'est un mythe. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que les Français aiment la politique, ils font des grèves, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il se passe que le rejet du néolibéralisme, il est dans tous les pays. Par exemple, prenons le pays qui, soi-disant, serait le grand ami naturel du néolibéralisme, les États-Unis. Nous avons Donald Trump au pouvoir, qui est tout sauf un néolibéral. C'est un ultra-libéral, spencerien, nationaliste, alors pas spencerien sur ce plan-là d'ailleurs, mais un mélange de spencerisme et de nationalisme et de ultralibéralisme. Ça, on connaît dans l'histoire. Ultralibéralisme d'un côté, archi-protectionniste de l'autre, parfaitement nationaliste, la puissance de la nation américaine. Ça n'a rien à voir avec le néolibéralisme. C'est vraiment même tout le contraire. C'est la lutte et le rejet de la mondialisation. Et pourquoi Trump est arrivé au pouvoir ? En grande partie parce que énormément de gens aux États-Unis, notamment au centre ou à gauche, n'ont plus voulu voter pour la néolibérale Hillary Clinton. Donc le niveau de et c'est ce qui peut nous arriver ici en France, c'est-à-dire qu'on ne voudra plus voter pour le néolibéral Macron, et c'est comme ça que peut arriver au pouvoir autre chose, quelqu'un d'autre. Donc c'est tout le monde le sait. Donc ce piège tragique entre d'un côté néolibéraux ou formes politiques dégénérées type Trump ou néofascisme ou autre, en fait, c'est un piège qui est en train de se créer partout. Donc, oui, il y a un discours sur nous sommes, nous les Français, pas contents, parce qu'avant... Mais je crois que c'est autre chose qui se joue. C'est vraiment un rejet du néolibéralisme dans le monde entier. Et de ce point de vue, je suis assez fière que la France l'exprime bruyamment, parce que ça rend compte d'un mouvement qui est mondial. Merci beaucoup, Barbara Stiegler, pour cet exposé passionnant. Merci beaucoup.